Merci beaucoup. On va quand même commencer. Le thème de cette table ronde, c'est dans ce monde de turbulence, est-ce qu'il y a un modèle de réforme unique? Alors, les turbulences, ça, on les a, on va en dire un mot. Les réformes, c'est sûr qu'on n'a pas de modèle de réforme. On va voir s'il y en a un qui se décante ou pas. Autour de la table, d'abord, on va parler de l'absent. C'est dommage parce que lui, il a conduit des réformes chez lui dans son pays avec Matteo Renzi et Carlo Padoan, le ministre de l'économie et des finances, parce que justement, il est convoqué par Matteo Renzi. Je vous rappelle, l'Italie qui a fait donc des réformes sur le marché du travail, la retraite, et puis au niveau aussi institutionnel. Sinon, autour de la table, pour parler de ce thème, on va parler à l'extrême gauche de Lionel Fontagnier, que je ne vous présente pas, mais je vous le présente quand même, membre du Cercle des économistes, un des brillants économistes français. Jean-Bernard Lévy, le président d'EDF. Mais Jean-Bernard Lévy, on va rappeler que si maintenant vous êtes dans une entreprise avec un actionnaire significatif, le moins qu'on puisse dire, c'est en l'occurrence l'État. On en a beaucoup parlé tout à l'heure dans la table ronde avec Patrick Pouyanné et Carlos Ghosn. Vous avez été aussi le patron de Vivendi, qui est vraiment aussi un groupe, pour le coup, complètement plongé dans la mondialisation. À vos côtés, Luis Pereira, qui est le directeur général adjoint de un peu, on va dire, la banque centrale des banques centrales, hein, la banque des règlements internationaux, on l'appelle la mère aussi des banques centrales. Évidemment, ça sera très intéressant d'avoir votre analyse, parce que s'il n'y a pas de croissance, c'est difficile de faire les réformes. Et puis à ma gauche, Augustin de Romanet, qui a été donc longtemps aux côtés de Jacques Chirac, qui était directeur général de la Caisse des dépôts, et maintenant qui est président d'Aéroports de Paris, évidemment, avec le changement de nom. Donc ça aussi, c'est important, c'est le début d'une petite réforme, changer les esprits. Je vous propose tout de suite de commencer avec vous, Lionel Fontagnier. Vous allez nous introduire les débats et puis nous montrer que qui dit réforme, ça ne veut pas forcément dire austérité, c'est peut-être une bonne chose. Voilà, merci Edwige. Bonjour à toutes et tous. Donc, mon rôle est d'expliquer la question. Y a-t-il un modèle unique de réforme? Donc ça, c'est une question qu'on aime bien se poser en France. Dans un monde globalisé, avec des économies interdépendantes, est-ce qu'on peut finalement appliquer des réformes différentes de celles des pays voisins, de celles des pays concurrents? Est-ce qu'on peut réformer à la française ou voir est-ce qu'on peut juste ne pas réformer du tout alors que les autres réforment? Donc y a-t-il un modèle unique? Alors peut-être un point de définition pour commencer. Même si en réalité l'utilisation qu'on a fait du mot réforme jusqu'au milieu du XIXe siècle a pu suggérer cela, puisque vous savez qu'on parlait de réforme à propos de la réduction des dépenses, de la réduction des employés dans une dimension domestique. Donc même si cette ancienne façon de voir les choses est toujours un petit peu dans l'air, en réalité, réforme et austérité ne sont pas synonymes. La réforme n'est pas ce que les économistes appellent le policy mix, et on va en parler une minute. Le policy mix doit par contre être cohérent avec la réforme, ou devrait l'être en tout cas. Alors un bref inventaire des réformes structurelles, donc ce qui serait d'une certaine façon le modèle unique de réforme. Donc si on regarde ce que nous dit la Commission européenne, et l'OCDE ne dirait pas des choses très différentes, il y a bien sûr tout l'aspect de la concurrence sur le marché des biens, sur le marché des services. Il faut supprimer des barrières à l'entrée, réduire les marges. Il y a la réforme fiscale, avec la baisse des taxes pesant sur le travail, la réforme du marché du travail, dont on aura peut-être envie de parler un peu plus aujourd'hui, notamment la réforme de l'assurance chômage, mais évidemment pas uniquement, et puis la formation, l'innovation. Alors la réforme est bien sûr difficile. Elle est difficile parce qu'elle touche à des barrières, elle touche à des mécanismes assurantiels, elle touche à des mécanismes redistributifs, elle touche à des schémas de taxation et surtout, elle touche à des politiques dont l'effet à long terme ou à moyen terme est connu, et là, les économistes s'entendent pour dire que ces effets sont positifs, mais il y a un coût immédiat, de court terme, qui est certain aussi, et dont les perdants sont facilement identifiables. Donc on a deux dimensions, au fond, en raison de cela. La première, c'est ce qu'on va appeler l'économie politique de la réforme. Comment fait-on avec les perdants? Et l'autre élément, c'est la macroéconomie de la réforme, c'est-à-dire à quel moment doit-on la faire compte tenu du cycle économique.
Et bien sûr, le cycle économique et le cycle politique ne sont pas forcément en phase. Et du coup, il va être difficile de faire accepter la nécessité de la réforme lorsque la croissance est au rendez-vous. Lorsque la croissance est au rendez-vous, à quoi finalement réformer pour réformer si tout va bien? Et quand la croissance n'est pas au rendez-vous, c'est plus facile de justifier la nécessité de la réforme, mais c'est probablement le plus mauvais moment pour la faire, hein, puisque les ajustements sont plus difficiles quand la croissance n'est pas au rendez-vous. Alors un exemple, la réforme du marché du travail que vous avez tous en tête. Est-ce qu'on doit engager cette réforme structurelle qui, normalement, devrait créer des emplois à moyen terme en période de croissance faible, en période de fort chômage? Donc, si vous suivez mon raisonnement, l'économie politique nous dit oui, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que c'est parfaitement justifié. Et la macroéconomie nous dit attention, peut-être pas, parce que la plus grande facilité de licenciement va faire qu'on va licencier plus. La renégociation plus facile des contrats de travail va faire qu'on va payer moins les gens, ça va déprimer la demande. Alors, est-ce que ce sont des visions théoriques ou est-ce que ces choses-là sont dans les données? Il se trouve qu'il y a une sorte de méta-analyse des réformes, de 16 épisodes de réforme de l'assurance chômage entre 1983 et 2005 qui a été réalisé par un institut allemand qui s'appelle LISA, qui n'est pas suspect d'être contre la réforme, sur 10 pays de l'OCDE, 16 épisodes de réforme. Et donc, ça confirme ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'effet bénéfique sur l'emploi, il met 3 ans pour apparaître. C'est très, très long par rapport au calendrier politique. 3 ans. Parlez-en aux hommes politiques et aux femmes politiques. Et ça continue à faire sentir ses effets bénéfiques au bout de 5 ans. Donc quand vous faites ce genre de réforme, vous travaillez pour les suivants, ce qui n'est jamais bon. Et donc ce qu'il montre aussi, c'est que le timing compte beaucoup, puisque si vous faites les réformes pendant une période de croissance faible, eh bien ça diminue l'efficacité de la réforme, voire même dans certains cas, une bonne réforme dans une mauvaise période peut conduire à des effets exactement opposés à ceux que l'on cherchait. Alors, la table ronde, sur cette base, devra répondre, il me semble, à 3 questions, si on essaye de reformuler. En conclusion, oui. Voilà, le thème. Mais on avait dit 5 minutes, Edwige, donc j'ai une montre. Donc, ces 3 questions sont d'abord celles de la nature de la réforme, celle de la séquence de la réforme et celle de la méthode de la réforme. La nature, c'est doit-on choisir ou pas dans le vaste menu qu'on s'est donné. La séquence, c'est dans quel ordre faire les choses, par où commencer. Et la méthode, c'est ce que nos intervenants vont nous expliquer dans la suite. Merci. Merci. Très intéressant. À mon avis, vous pourrez faire passer votre note à quelques personnalités demain ici présentes, Lionel. On va commencer avec vous, peut-être Luis Pereira. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la Banque des règlements internationaux, parce qu'on a bien compris, Lionel nous a dit, il y a un bon timing, un élément macroéconomique qui joue un rôle très important sur la capacité ou pas à faire des réformes. Est-ce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un momentum très délicat, avec beaucoup d'incertitudes autour de ce Brexit, climat avec une croissance très faible, notamment en Europe, d'où la difficulté de faire des réformes. Et vous-même, vous en êtes alarmé. Expliquez-nous comment faire et vos inquiétudes. Merci Edwige et Lionel. Alors, je m'exprime bien évidemment à titre personnel. C'est vrai que nous vivons une période de turbulence et de surprise. Je crois que vous avez mentionné l'événement du Brexit. C'était un événement à faible probabilité. Je crois que sur cet événement, il faut faire un petit peu confiance aux responsables politiques, aux responsables des autorités monétaires donc, qui ont su préparer en matière de buffers de liquidité ce type d'événement, l'impact qu'il pourrait avoir sur les marchés évidemment de change en particulier, et faire en sorte que cet événement soit, je dirais, minimisé du point de vue de ses impacts à plus long terme. Mais ce qu'il faut, bien évidemment, c'est aussi avoir une plus grande clarté sur le calendrier des événements à venir, de façon à ce que les responsables d'entreprise, que les responsables politiques puissent donc prévoir les circonstances dans lesquelles ils vont devoir travailler dans les prochaines années. Donc vous demandez un calendrier dans les prochaines semaines, mois, voire années? Je pense que donc ce qui va se passer est à la suite donc de la préparation qui a été faite par les banques centrales dans le monde en matière de liquidité,
en matière de mécanismes de coopération, de définir à partir de maintenant, et ce sont le choix des responsables politiques qui vont œuvrer à cela, à travailler de façon à clarifier la situation pour l'économie réelle, pour les entrepreneurs. Bon, il n'en reste pas moins, et je reviens à mon point de départ, que l'on vit effectivement une période de difficulté et d'imprévus politiques. On englobe tout cela sous le terme très générique de populisme. Le populisme serait en fait quelque chose qui empêcherait la tenue des réformes. Moi, honnêtement, je pense que c'est un petit peu trop facile. On est ici à Sciences Po, et je pense qu'il faut travailler un petit peu plus finement sur ce concept. Parce que moi, je viens à l'origine d'un pays du tiers-monde, et le populisme dans le tiers-monde, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train d'observer dans les économies avancées, que ce soit au Royaume-Uni, en France ou aux États-Unis. En fait, le populisme classique dans un pays du tiers-monde, c'est on promet des réformes, on promet le paradis sur Terre, on promet qu'on va raser gratis, et on est élu, et ensuite, en fait, on oublie la contrainte budgétaire, on dépense sans compter, et on est pris en fait dans la spirale d'une dette qui devient impayable et d'une inflation qui explose. Donc, en fait, a contrario, le populisme, c'est un certain espoir populaire pour résoudre les inégalités et après la gueule de bois et la crise. Alors c'est vrai qu'il y a des ressemblances, il y a les mêmes techniques oratoires, démagogiques, mais ça, j'appellerais ça plutôt du repli identitaire et du communautarisme. Alors, pourquoi est-ce que, et je reviens à votre question, qu'est-ce qui est important ici? Je crois que c'est la difficulté qu'il y a à avoir une plus grande confiance dans ce que recommandent les experts économiques, par rapport en fait à la sensation spontanée qu'ont les sociétés, en fait ce qu'on appelle en anglais le gut feeling, le fait que les gens n'ont pas la sensation que l'avis des experts techniques va vraiment pouvoir améliorer leur vie à court, à moyen et à long terme. Et je dirais que c'est des choses un petit peu différentes que ce populisme classique. Alors, je vais vous donner en fait trois petites explications de pourquoi je pense qu'on en est arrivé là, et après on pourra discuter des solutions dans une deuxième partie. Je crois que d'abord, il y a un problème de génération. Je crois qu'on est peut-être la première, nous, moi je suis déjà vieux, mais parmi les jeunes, là, vous êtes la première génération où je pense qu'avec une certaine certitude, vous avez l'impression que vous allez vivre moins bien que vos parents. Il y a une certaine frustration à ça, parce que ce n'était pas le cas des sociétés européennes, des pays avancés avant. Deuxième, je crois qu'il y a surtout une perception d'inégalité flagrante. Il y a une globalisation. On a une crise qui a exacerbé les inégalités. Il y a un écart énorme entre les super riches et le reste de la population. Il y a des stars et il y a nous. Et en fait, l'image de la réussite, elle a été complètement faussée. Je crois que la morale, l'éthique du travail, etc., ça a été en fait mis à l'écart. Et il y a effectivement un sentiment d'injustice et de découragement. Finalement, je crois que les cycles politiques sont devenus beaucoup plus courts. Nos responsables politiques sont soumis à un bombardement de tweets, d'informations à court terme, et ils sont obligés de prendre des décisions qui sont des décisions de réforme à très long terme, basées sur une information sur leur popularité qui est très de court terme. Donc voilà 3 éléments de difficulté. Ce n'est pas du populisme, c'est quelque chose de différent. Ça a les mêmes effets au niveau d'empêcher les réformes, mais il faut l'analyser d'une façon beaucoup plus fine. J'invite les spécialistes de Sciences Po à se pencher sur la question. Oui, ça veut dire que ce n'est pas très encourageant, hein, votre diagnostic, Louis, n'est pas très encourageant. Juste par curiosité, aussi pour information, est-ce que les banques centrales sont beaucoup intervenues pendant cette semaine? Les banques centrales ont évidemment joué leur rôle, à la fois dans leur discours on l'espère. Et dans la façon d'expliquer quels étaient les mécanismes qui faisaient en sorte que les marchés se sont bien comportés et bien tenus. Il y a eu des mouvements qui sont naturels quand un phénomène n'était pas prévu,
mais elles ont joué leur rôle. On pourra discuter après, je pense que c'est la deuxième partie de notre débat, sur quel est en fait le rééquilibrage des politiques macro entre politique monétaire et politique budgétaire qui fera en sorte qu'on pourra avoir plus de croissance. Mais pour le moment, le rôle d'une banque centrale dans un moment de crise, c'est exactement celui-là. C'est de pouvoir fournir au marché les mécanismes, l'infrastructure nécessaire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de phénomène de panique incontrôlée. Et ça, c'est effectivement le rôle des banques centrales. Et il n'y en a pas eu, du moins pour l'instant. Merci. Jean-Bernard Lévy, on va rappeler que vous êtes donc président d'EDF, leader mondial de l'énergie, un des plus grands groupes français. Est-ce qu'il y a un modèle de réforme unique, j'ai envie de dire, vu d'où vous êtes, en l'occurrence, et vu votre expérience à la tête de grands groupes? Oui, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est quoi la réforme, d'abord? Vous connaissez ce mot? C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup dans l'entreprise. Je crois que la réforme, c'est un changement profond qui vise une amélioration durable. Et ce n'est pas la révolution non plus. On doit respecter un certain nombre de règles, de normes établies, sinon ça peut être la révolution. Donc, et la réforme, ce n'est pas le mot de l'entreprise, et c'est néanmoins le mot sur lequel vous me demandez de m'exprimer. Ce que je voudrais dire, c'est d'abord que je crois qu'il y a un paradoxe, c'est que quand on dit que la réforme est un changement qui vise à une amélioration, tout le monde a envie d'une réforme. Qui refuserait de changer pour s'améliorer? Et donc personne n'ose dire ouvertement qu'il est contre la réforme. En réalité, je pense que cet appétit pour la réforme est totalement factice dans bon nombre de pays occidentaux, et particulièrement en France, parce qu'à chaque réforme, il y a énormément d'opposition, et que le lobbying des uns, les minorités agissantes sont quelquefois plus fortes que la majorité silencieuse, ou on pourrait dire le silence léthargique des autres. Donc il y a une défiance à l'égard de la réforme. D'abord, je crois, parce qu'il y a une désaffection à l'idée de progrès. On parlait de changement de génération. Je crois que dans la génération actuelle, les consommateurs, ils ont envie d'un progrès courant. Ils ont envie de remplacer l'iPhone 6 par l'iPhone 6S. Mais je crois que d'une façon plus générale, la croyance que le progrès, notamment technologique, va permettre l'amélioration des choses, s'est érodée. Et vous le disiez, je suis d'accord, la plupart des parents, aujourd'hui, craignent que leurs enfants aient une vie moins heureuse que la leur. Alors qu'auparavant, je crois qu'il y avait un véritable appétit pour le progrès. Et donc il y a de la nostalgie dans la société, alors qu'en réalité, si on regarde sur 30 ou 50 ans, les choses se sont considérablement améliorées, qu'on regarde le temps de travail et la civilisation des loisirs, qu'on regarde le pouvoir d'achat et qu'on regarde bien sûr la santé et l'espérance de vie. Et puis deuxièmement, il y a beaucoup de conservatisme, je crois. La réforme, c'est quand même aussi le risque, d'une façon ou d'une autre, et dans une société de précaution, la peur du risque l'emporte sur l'espérance du gain. Et donc on voit l'espace public, en particulier les médias et les réseaux sociaux, qui sont un peu monopolisés par les minorités agissantes qui, quelquefois, s'expriment dans les urnes et quelquefois hors des urnes. Et de ce point de vue-là, moi je crains que l'addition des intérêts particuliers et court-termistes l'emporte trop souvent, je crois que c'est ce qu'on constate ici, sur ce qu'on pourrait appeler la démocratie constructive. J'ai trouvé un mot chez Francis Fukuyama qui est la vétocratie. Ceux qui s'expriment le plus, c'est ceux qui sont contre, et donc la démocratie est en risque d'être emportée par la vétocratie. Et néanmoins, il y a besoin de réformes. Il y a besoin de réformes dans les États. Les États se sont beaucoup réformés après la Deuxième Guerre mondiale de façon relativement constructive, mais la mondialisation, elle est très disruptive, avec la division du travail, l'accélération des innovations technologiques et l'apparition des mégalopoles, l'explosion des réseaux sociaux. De ce point de vue-là, quand on regarde les États, quand on pratique un petit peu les différents États, c'est le cas d'EDF qui est, on l'oublie, est très présent par exemple en Chine, on s'aperçoit que le mode de réforme des États, là je crois qu'il n'y a clairement pas de modèle unique. On voit bien qu'en Chine, la réforme passe par la conciliation, la culture d'efficacité du pouvoir et par la réponse aux aspirations des Mais au niveau citoyens. européen, est-ce que pour vous, il y a un modèle unique, justement? Au modèle européen, je crois que mon voisin parlait tout à l'heure de la Commission européenne et de l'OCDE qui sont d'accord sur le modèle de réforme unique libérale. Est-ce que les citoyens ont envie de ça? Manifestement non, mais en tout cas, il y a un modèle unique qui est impulsé par la Commission et
Et vous, en tant que président d'EDF, est-ce que vous pensez qu'il faut effectivement une réforme unique du marché de l'électricité, par exemple? Oui, on souhaite qu'il y ait des règles du jeu qui soient bien établies et qui fonctionnent. Aujourd'hui, c'est clair, c'est pas un scoop, que les directives européennes en matière de marché de l'électricité ne fonctionnent pas, qu'il faudrait les réformer beaucoup plus vite. Et je crois que d'une façon générale, ce qui nous manque, c'est quand même voir comment concilier des objectifs pour les États et aussi pour les entreprises. Oui. L'État est omniprésent, bien sûr, dans les marchés régulés comme ceux des marchés de l'énergie. Mais il y a quand même deux soucis qui sont majeurs, me semble-t-il. Le premier, c'est le poids qui est donné à la survie financière de l'État dans son rôle. On est tous contraints par les déficits. Et le deuxième, c'est le manque de respect de l'État. L'État ne se fait plus respecter. Donc, dans l'entreprise, nous avons les mêmes enjeux que pour les États. Mais je crois que, quand on regarde chez EDF en particulier, on a des objectifs et des moyens de réformer qui, peut-être là, ressemblent plus à un modèle unique, en tout cas à un modèle qui fonctionne. D'abord, on ne dit pas réforme, on dit transformation, quelquefois changement dans l'entreprise, mais on peut dire transformation. Et donc, nous, on va chercher, surtout dans une entreprise avec un passé, une culture qui sont très forts et une histoire très réussie, de mettre en place une stratégie de transformation. Donc, on l'a appelé CAP 2030 chez EDF. Et l'idée, c'est de la mener dans la durée, avec une bonne adhésion, en essayant d'éviter les cycles dont vous avez parlé tous les deux, définir une stratégie à long terme, le définir de façon collective, en le déléguant, en le construisant, en associant tous les niveaux dans l'entreprise, faire adhérer l'entreprise à la stratégie une fois qu'elle a été décidée à tous les niveaux de l'entreprise, mettre les salariés en capacité de s'approprier cette transformation et les engager dans des processus concrets. C'est ce qu'il faudrait faire, il faudrait transposer ça en fait au niveau de l'État. Je crois que ce n'est pas possible, parce que l'État n'a pas de contrepartie. L'État, il édicte des règles, hein, on parle de l'État régalien, il édicte des règles sans contrepartie. Il n'est pas sur un marché, il n'a pas le client en face de lui, sauf en période électorale. Et si on commence à dire ça, à ce moment-là, on revient à des notions de cycle très court dont vous parliez à l'instant et que je partage. Donc, je dirais que dans l'entreprise, il est indispensable de mettre en place des transformations importantes. Je crois qu'il y a un modèle qui fonctionne assez bien. Ça nécessite beaucoup de réflexion, beaucoup de préparation, beaucoup de temps d'exécution, beaucoup d'adhésion et à la fin, beaucoup de transparence sur les résultats et beaucoup de partage des résultats. Et je dirais, il n'y a peut-être pas un modèle unique de réforme de l'État. Quand on voit la réforme en Afrique, en Chine ou en Europe, ça n'a rien à voir. Il y a peut-être dans les grandes entreprises occidentales un modèle de réforme ou de transformation qui, me semble-t-il, peut fonctionner. Merci. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup. Augustin de Romanet. Louis Pereira, vous voulez dire quelque chose? Non, après, d'accord, on lancera le débat. Augustin, on va voir la réforme vue de l'historien, peut-être, plus que le patron d'aéroport de Paris, parce qu'on sait que vous aimez beaucoup l'histoire, vous faites toujours beaucoup de références à l'histoire. La réforme, il y en a eu beaucoup, quelques-unes plus récemment. Comment faire? Merci beaucoup, Edwige. Bonjour à tous. Donc, j'ai 4 minutes, je vais essayer de traiter 8 points en 30 secondes chacun. Quels sont ces 8 points? Pour que je vous prenne la main, parce que vous allez être perdus. Premier point, qu'est-ce que la réforme? Deuxième point, qu'est-ce qu'une bonne réforme? Troisième point, il faut commencer par un diagnostic, premier temps de la réforme. Ensuite, il faut planifier. Ensuite, il faut un plan d'action. Et le quatrième point important pour réussir une réforme, c'est d'appliquer et vérifier et voir les détails. Le septième point de mon exposé sera de dire que des expériences françaises et étrangères montrent que c'est possible de réformer. Et le huitième point, si j'ai le temps, sera un petit focus sur la réforme Ars de Schröder, qui est magnifique. La conclusion sera que aujourd'hui, il nous faut inventer les nouveaux stratèges de la réforme, il faut inventer les nouveaux Sun Tzu, les nouveaux Clausewitz de la réforme. Jean Tirole l'a un peu fait avec son dernier ouvrage, et il nous faut aussi inventer la formation des futurs officiers généraux de la réforme. Premier point, qu'est-ce que la réforme? On peut arriver directement au dernier point, hein, vous me direz. Hein. Pourquoi Jean Bernard a utilisé une réflexion très intéressante en disant finalement la réforme de l'entreprise dans l'État, c'est pas pareil. Pourquoi? La réforme, c'est un mot qui est apparu dans le sens contemporain il y a une cinquantaine d'années, exclusivement en parlant de réforme de structure. Et pourquoi on parle de réforme de structure? Parce que dans la vie, normalement, vous êtes régulé par le marché, ou dans la solidarité de proximité par l'assemblée de copropriété. Mais au XXe siècle est apparu un système qui n'est régulé ni par le marché, ni par la proximité, c'est la dépense publique. Et donc il n'y a pas de checks and balances, il n'y a pas de contrôle, donc il faut inventer la façon de gérer des systèmes qui sont devenus les plus importants. Donc la réforme en soi est un sujet qui mérite réflexion, raison pour laquelle le cercle a eu raison de nous conduire à nous pencher là-dessus.
Deuxième sujet, quel est le bon modèle de la réforme? Je ne vais pas être très long, je dirais qu'il y a deux phrases. La première chose, c'est que la bonne réforme, c'est une réforme qui n'est une surprise ni pour celui qui la réalise, ni pour celui qui la reçoit. Et naturellement, la bonne réforme, c'est une réforme qui réussit. Pour réussir, et c'est mon troisième point, il faut 4 étapes que souvent l'on néglige. Première étape, le diagnostic. Souvenez-vous de Michel Rocard qui disait « Tout ce qui n'a pas été... Jean-Paul Huchon est là. Tout ce qui n'a pas été préparé avant d'arriver à Matignon n'est pas faisable. » Et Alain Juppé dit souvent aujourd'hui, très honnêtement, qu'en 1995, il n'était pas tout à fait préparé. Regardez son discours de politique générale. Et la loi travail, la loi El Khomri, elle a été préparée? C'est pour après, Edwige. Tu manges mes 4 minutes. Donc, l'appréciation de la situation de départ doit être juste et précise. Quand Jean Chrétien est arrivé au Canada en 1995, il a mis 1 an avant de voir la situation catastrophique de son pays. Il a fallu attendre le titre du Wall Street Journal de 1995 sur le thème « Bankrupt Canada » pour que Jean Chrétien fasse cette réforme qui ensuite est un formidable succès. Quatrième point de mon propos, c'est de dire qu'après le diagnostic, la réforme doit être marquée par une planification et une stratégie. Par exemple, vous aurez remarqué qu'en 2010, Cameron avait présenté 8 points sur lesquels il demandait à être jugé. Pour la première fois, un candidat Premier ministre disait qu'il avait un objectif d'inflation, un objectif d'enfants dans des ménages qui n'avaient pas de revenus, etc. etc. Et on reproche, par exemple, aujourd'hui, oui, il me reste 2 minutes, on reproche au président de la République, les partisans de la libéralisation du marché du travail lui disent « Ah, mais vous êtes un affreux parce que vous ne l'aviez pas annoncé. » Bon, donc on voit les paradoxes. Bon. La troisième étape de la réforme, c'est le plan d'action. Et il faut communiquer ce plan d'action. Alors, par exemple, quand Matteo Renzi a fait son programme Bonne École en Italie, il a fait une vidéo qui a été un succès magnifique en Italie de 17 minutes, dans laquelle il a expliqué la plus grande autonomie des établissements, la réforme des programmes, la rénovation des établissements, et aussi une lettre à 600 000 enseignants. 6e point de mon intervention, et 4e point d'une réforme réussie, le détail. La Fontaine dit, dans Le Fermier et le Renard, « Si quelque chose t'importe, ne le fais point par procureur. Il faut s'occuper des détails. » Et je terminerai ce 6e point avec une citation, c'est la seule de mon propos. Dans un petit bouquin qui s'appelle « La musique et l'ineffable », Jean Kelevitch parle de la musique. Et il dit « La musique a ceci de commun avec la poésie et l'amour, et même avec le devoir. Elle n'est pas faite pour qu'on en parle. Elle est faite pour qu'on en fasse. Elle n'est pas faite pour être dite, elle est faite pour être jouée. » Eh bien, la réforme, c'est comme la politique, il faut la faire. Et c'est un art d'exécution qui se vérifie dans l'art de la rédaction des textes. Est-ce qu'on choisit des ordonnances ou pas? Est-ce qu'on consulte tous les stakeholders ou pas? Quelle attitude on a vis-à-vis des syndicats? Ça excéderait le propos que j'ai aujourd'hui, mais la façon dont on traite les syndicats est un art d'exécution. Mon 7e point, c'est de dire que les expériences françaises et étrangères montrent que c'est possible. Je me limiterai simplement à citer en France les réformes de 1946 qui ont été extraordinairement préparées par le Conseil national de la résistance, ou 1958, où vous savez que quand le général de Gaulle est arrivé, la réforme, par exemple, l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 sur la loi de finances, en fait, c'était tout écrit dans les décrets-lois de 1956. Et les formidables fonctionnaires des finances de 1956 qui avaient préparé ces décrets-lois n'ont pas pu les mettre en œuvre à cause des errements de la 4e République entre 1956 et 1959. Et le général de Gaulle a ramassé et mis en œuvre. Et mon dernier point, que je n'aurai pas vraiment le temps de traiter, c'est de vous renvoyer aux réformes de Schröder. Schröder a profité du fait que le marché du travail en Allemagne, dans les années 90, c'était un drame, pour engager des réformes très courageuses, où il a mis en œuvre ces 4 étapes. Ma conclusion, c'est de dire que l'art de la réforme de l'État est devenu un art majeur à la fin du XXe siècle, et que donc, il faut s'occuper d'exécution et probablement s'occuper de la formation des futurs exécutants et donc réformer la formation des fonctionnaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Augustin Romanet. Vous avez dit qu'il était historien, qu'il adorait. Vous me redonnerez la citation sur la musique, parce que je la trouve très belle, en l'occurrence, pour être précise. Les solutions, Luis Pereira da Silva, c'est quoi, les solutions? Les solutions, je pense qu'on en a de nombreuses, mais en gros... Non, mais opérationnellement, parce que là, on a une question, il faut y répondre. Il faut... on sait qu'il faut donc que
plus de croissance, plus de productivité soit amenée par une certaine flexibilisation de ce qu'on appelle entre économistes le marché des facteurs, c'est-à-dire qu'il faut que les ressources puissent s'allouer de façon plus rapide dans une société de marché. Donc ça implique un certain nombre de choses que mes collègues autour de la table ont dites. Je pense qu'il faut au niveau macro également faire un petit peu plus le poids entre l'utilisation de la politique monétaire, c'est-à-dire faire en sorte que des très bas coûts de financement à très court terme soient le seul instrument pour essayer de générer la croissance. Je pense qu'il faut plus utiliser d'autres mécanismes, des mécanismes lorsque il faut changer de politique monétaire, hein, c'est ça que vous dites. Je simplifie, pardonnez-moi. Mais... Lorsque c'est possible, un peu plus d'espace budgétaire. Je pense que ce n'est pas simplement l'espace budgétaire national, on a des espaces budgétaires multilatéraux en Europe, on a la Banque européenne d'investissement. Donc il faut penser à des choses qui soient des projets qui suscitent de la productivité et qui réduisent par exemple l'emploi des jeunes. Je crois que c'est quand même assez extraordinaire d'avoir une zone où on a entre 40 et 50% de chômage chez les jeunes et on ne soit pas capable de dessiner des projets qui soient des projets rentables en utilisant des institutions par exemple multilatérales et qui puissent amener plus de productivité et réduire le chômage chez les jeunes. Les banlieues par exemple, des investissements dans les services sociaux, je pense que ce sont des choses qui de façon consensuelle peuvent être dites. Mais le plus important, c'est l'idée de fairness, c'est l'idée que les gens doivent percevoir que dans la façon dont les réformes sont conduites, le coût et le bénéfice, la répartition des charges soit plus équitable entre ceux qui vont être les payeurs et ceux qui vont être les bénéficiaires. Absolument, ça je crois que c'était le message de base aussi, Lionel avait commencé par dire ça. Puisqu'on parle des jeunes, la question, parce que vous n'en avez pas encore parlé, à mon avis, c'est peut-être par là que tout va émerger. Si on peut donner un micro à Elisabeth Reynal, parce que c'est un sujet dont vous n'avez pas encore parlé. Peut-être, elle, ça fait partie de sa génération pour le coup. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Aujourd'hui, via le numérique, les marchés des services s'ouvrent énormément. Pensons à l'hôtellerie ou au taxi. D'autre part, le marché du travail perd ses frontières traditionnelles. Pensons au statut d'auto-entrepreneur qui transforme le salariat. Et finalement, l'économie collaborative et le numérique ne sont-ils pas les meilleures méthodes pour conduire les réformes? Et le corps législatif et juridique ne devrait-il pas s'inspirer des changements spontanés que génèrent ces économies? C'est sûr, quand on voit Uber, Blablacar, ça bouscule un peu tout et que la transformation digitale, c'est peut-être par là, c'est peut-être par le bas que ça va remonter. Qui répond, Jean-Bernard Lévy? Appuyer sur j'ai appuyé sur le mauvais bouton. J'aurais plutôt envie de rebondir en disant je suis d'accord avec vous, mais je le verrais plutôt comme un moyen, c'est-à-dire que la réforme, quel que soit le niveau, c'est les locales, de l'État, de l'entreprise, etc. Je crois que le numérique aujourd'hui nous amène des moyens différents de nous adresser aux gens. Je crois que il faut voir ça comme un allié de la réforme pour dialoguer, pour faire adhérer, dans le cadre de ce que Augustin ou moi-même avons dit sur la manière de conduire les réformes. Ensuite, vous parlez des disruptions de certains métiers. Oui, ces métiers sont obligés de se réformer parce qu'il y a des disruptions numériques, on le sait bien. C'est un nouvel aiguillon de concurrence, mais c'est un autre débat. Moi, je verrais plutôt, en tout cas dans l'entreprise que je dirige, le numérique, nous essayons de développer des outils numériques extrêmement nombreux, extrêmement locaux, de façon à faire passer, je ne sais pas si c'est la réforme, en tout cas la stratégie de l'entreprise, dans un mode collaboratif qui est absolument essentiel à son succès. S'il n'y a pas collaboration, s'il n'y a pas adhésion, on aura beau faire les meilleurs plans, ça ne fonctionnera pas. Et le numérique est une aide, est un atout pour cela. Est-ce que le numérique, ça va bousculer l'aéroport de Paris ou pas? Oui. De quelle manière? Réduction des coûts, allocation des ressources différentes. Je commencerai simplement par parler des transports. S'agissant des taxis, par exemple, nous sommes heureux d'avoir convaincu le député Grand-Guillaume d'avoir fait admettre au pouvoir public qu'il fallait considérer qu'aujourd'hui, la question n'était plus de savoir si la profession de taxi existait ou pas. Dans 10 ans, la valeur d'une plaque de taxi aura une valeur telle qu'il faut prévenir le dol qui consiste à faire croire aux gens qu'acheter une plaque de taxi aujourd'hui, c'est investir pour sa retraite. Je suis elliptique parce que je crains les tweets qui me mettent les taxis à dos, mais en réalité, j'ai beaucoup d'amitié pour les taxis. Et je pense que quand on a ouvert le marché au VTC en 2007, il fallait se rendre compte que ce jour-là,
on changeait le modèle, et heureusement qu'on fait changer le modèle. Mais donc dans les aéroports où nous cherchons à prendre en main le client à partir du moment où il est à son domicile jusqu'au moment où il est dans son avion, nous cherchons à le prendre par la main avec le smartphone, et ça va révolutionner notre façon de travailler. C'est ça qui peut changer. En conclusion, peut-être s'il y avait une réforme unique, une réforme à faire, ça serait laquelle? Comme ça permettrait de faire le tour de table. Je suis désolée, il n'y a pas de questions. Vous pourrez peut-être venir nous voir juste après. Alors, une réforme unique, ça serait quoi? Eh bien, il faut réformer le réformateur. Ça, c'est pour la grande fresque. Et sinon, il faut faire le CDG Express. Oui. Réformer le réformateur. Luis Pereira da Silva, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter que les modes de travail vont être beaucoup plus flexibles, qu'il faudra faire plusieurs choses dans sa vie, qu'il faudra s'éduquer différemment, qu'il faudra s'adapter aux nouvelles technologies, qu'il faudra aller travailler de façon beaucoup plus souple, sans nécessairement perdre. En gagnant. Il ne faut pas désespérer des réformes, il ne faut pas faire que la technologie soit une menace, il faut au contraire utiliser toutes les ressources qu'on a, y compris les politiques publiques, pour faire en sorte qu'il y ait du win-win, des bénéficiaires de tous les côtés, des gagnants sur des réformes structurelles. Absolument. Jean-Bernard Lévy. Convaincre et être courageux. D'accord. Vous dites ça pour vous, vous dites ça pour les réformes. Et Lionel Fontanier, vous avez ouvert, vous allez conclure. Qu'est-ce qui est la réforme unique? On n'a pas répondu totalement à la question, mais qui est la réforme urgente? Bien, merci Edwige. Donc je pense que tout le monde a compris qu'il y a des modalités diverses de réforme qui doivent tenir compte des spécificités, des particularités de chaque pays. On ne fait pas la réforme de la même façon à Pékin et à Paris, voire à Berlin. Ceci étant, donc, qu'est-ce qu'on a entendu sur cette table ronde? Dans un monde de changement, il est nécessaire de s'adapter. S'adapter, ça impose de réallouer les ressources. Et réallouer les ressources, ça impose d'avoir un cadre institutionnel qui le permet, qui le favorise. Et donc, c'est ce que nous a dit Luis Pereira. Et il faut donc transformer ce cadre. Le mot fait peut-être moins peur que la réforme, mais transformer ce cadre. Jean-Bernard Lévy nous a dit qu'il fallait une stratégie dans la durée, qu'il fallait la négocier et qu'il fallait faire en sorte qu'elle soit appropriée. Ce qui est vrai dans l'entreprise est vrai au niveau politique également. Et surtout, il ne faut pas prendre la société civile par surprise. Ça nous a été dit par Augustin de Romanet. Donc on s'est tous entendus sur le fait qu'il fallait donner de la visibilité à moyen terme à la réforme ou à la transformation pour permettre aux agents économiques de réviser leurs plans en fonction de ces annonces pour qu'ils sachent où on va et qu'ils aient une visibilité très très claire de l'horizon qui est nécessaire pour prendre leurs décisions. Et une fois qu'on a fait tout ça, il faut accompagner les perdants parce que la réforme en fera ou la transformation en fera. C'est la question du fairness. Et donc, il faut aussi positiver la réforme et faire comprendre à nos citoyens que les experts n'ont pas toujours tort et que les technologies ne sont pas toujours mauvaises. Je vous remercie. Merci Lionel. Merci à tous. Reprise des débats ici après le déjeuner. Bon, ben voilà, vous regardez vos agendas. Merci beaucoup.